Le travail de groupe, l'invention préférée de Satan juste après les réunions qui auraient pu être un email. On nous le vend depuis l'école comme la clé de la collaboration, de l'innovation, de la synergie, un mot que personne n'utilise dans la vraie vie. Mais pour certains, c'est surtout la clé de la frustration, de la perte de temps et de l'envie de s'exiler sur une île déserte. Avec une bonne connexion Internet, évidemment. Si tu t'es déjà retrouvé à faire 80% du travail pour 100% des membres du groupe, cette vidéo est pour toi. Ce n'est pas que tu es arrogant ou asocial, c'est que ton cerveau fonctionne différemment et la psychologie peut l'expliquer. Premier coupable, l'effet Ringelmann, aussi connu sous le nom de paresse sociale. En 1913, un ingénieur français, Max Ringelmann, a fait une expérience simple. Il a demandé à des gens de tirer sur une corde. Seul un individu donne 100% de sa force, logique. Mais dans un groupe de 8, chacun ne donne que 49% de son effort maximal. Pourquoi ? La dilution de la responsabilité. Quelqu'un d'autre va le faire, mon effort ne se verra pas de toute façon. Pour une personne très performante, c'est de la torture. Elle est programmée pour donner 100%. Quand elle voit les autres se la couler douce, elle a deux choix, tout faire elle-même par frustration ou baisser son propre niveau d'effort pour ne pas être le seul idiot. Dans les deux cas, elle perd. Et le projet aussi. Deuxième problème, la pensée de groupe ou groupthink. C'est un phénomène psychologique où le désir d'harmonie dans le groupe l'emporte sur une évaluation réaliste des alternatives. En gros, tout le monde a tellement peur de créer des vagues qu'on finit par naviguer tous ensemble, droit dans un iceberg. L'esprit brillant dans la pièce voit l'iceberg. Il a fait les calculs. Il a vu les données. Mais quand il essaie de le dire, on lui répond « Arrête d'être négatif, Jean-Claude, fais confiance au processus ». La pression sociale pour se conformer est immense. Le cerveau humain est câblé pour vouloir appartenir au groupe. C'est un instinct de survie. Sauf que l'esprit brillant valorise souvent plus la vérité et l'efficacité que l'appartenance. Ce qui crée un conflit interne douloureux. Troisième poison, le nivellement par le bas. Dans un groupe, les décisions prises ne sont pas la somme des meilleures idées, mais souvent le plus petit dénominateur commun. C'est l'idée que personne ne déteste mais que personne n'aime vraiment non plus. C'est l'idée beige. L'esprit brillant arrive avec une idée révolutionnaire, une solution élégante, un design audacieux. C'est un plat de chef étoilé. Le groupe, par peur du risque, par incompréhension ou par jalousie, commence à la simplifier. On enlève l'épice qui dérange, on arrondit l'angle qui surprend, on remplace la couleur vive par du gris. À la fin, l'idée de génie est devenue une bouillie tiède et sans saveur que tout le monde peut digérer. Et c'est un crève-cœur. Enfin, il y a le coup de la coordination. Les esprits brillants excellent dans le deep work, des périodes de concentration intense et ininterrompue. Le travail de groupe est l'antithèse du deep work. C'est une série d'interruptions constantes. Les réunions pour planifier les réunions, les emails pour confirmer la lecture des emails, les débats sans fin sur la couleur d'un bouton. Pendant tout ce temps, le cerveau rapide de la personne performante a déjà résolu le problème et a conçu 3 versions du produit. Mais il est coincé. L'énergie mentale qui aurait pu être utilisée pour créer est gaspillée à gérer les dynamiques de groupe et les égos. Alors, que faire ? Faut-il devenir un ermite et refuser toute collaboration ? Non. Le but n'est pas d'éviter le travail de groupe, mais de le rendre intelligent. Première règle, rôle et responsabilité clairs, comme de l'eau de roche. Quand tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, la paresse sociale diminue. Il n'y a plus d'endroit où se cacher. Chaque personne est responsable d'un morceau du puzzle. Si sa pièce manque, tout le monde le voit. Deuxième tactique, travailler seul, ensemble, le modèle Alone Together. Au lieu de brainstormer pendant des heures, laissez chacun réfléchir au problème en solo pendant un temps défini. Ensuite, rassemblez les idées. Cela permet d'éviter que la première idée criée fort ne devienne la seule idée discutée. Cela donne une chance aux introvertis et aux penseurs profonds de contribuer pleinement, pas seulement aux plus extravertis. Troisième outil, l'avocat du diable institutionnalisé. Désignez une personne à chaque réunion dont le rôle est de critiquer l'idée dominante et de trouver ses failles. Cela transforme la critique d'une attaque personnelle en une partie du processus. Ça dépressurise le débat et combat activement la pensée de groupe. Quatrième point, utilisez la technologie à bon escient, le brainstorming asynchrone. Un document partagé où chacun peut ajouter ses idées quand il est le plus créatif, à 3 heures du matin ou pendant sa pause café, est souvent plus productif. Cela respecte le rythme biologique et créatif de chacun et permet une réflexion plus profonde. Enfin, si tu le peux, choisis ton équipe. Une petite équipe de personnes compétentes et motivées est infiniment plus puissante qu'une grande équipe de personnes moyennes et désengagées. C'est la différence entre une équipe de chirurgiens et une foule. En conclusion, si tu détestes le travail de groupe, ne te culpabilise pas. Tu n'es pas un monstre d'égoïsme. Tu es simplement allergique à l'inefficacité, à la médiocrité forcée et au gaspillage de potentiel. La véritable collaboration ne noie pas les talents individuels, elle les amplifie. Elle crée un super cerveau, pas un cerveau moyen. Alors, la prochaine fois que tu seras dans un projet de groupe, ne sois pas juste celui qui travaille, sois celui qui le structure intelligemment. C'est peut-être ça ta plus grande contribution.